mais 38 ans avec la sclérose en plaques. Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il n'est pas toujours facile de définir la période d'apparition des tout premiers signes de sclérose en plaques, surtout quand on a été diagnostiqué après une longue errance médicale. De 1981 à 2019, 38 ans avec la sclérose en plaques. En 1981, j'avais 12 ans. Mon grand-père, il était mort d'un cancer des poumons. C'était un fumeur de la pipe. Sa mort m'avait profondément attristé et je n'avais gardé une certaine fatigue chronique. Alors est-ce que j'étais dépressive? Je sais pas. En tout cas, ma fatigue chronique a commencé à ce moment-là. C'est que bien plus tard, des années après, que c'est difficile parce que quand je parle des débuts de la sclérose en plaques, je dois forcément parler de cette année-là où j'ai vu mon état, les profs à l'école se plaignaient à ma mère. Christelle est fatiguée. Et même ma mère disait, mais pourquoi tu veux plus aller au sport d'hiver avec nous? J'étais lasse. J'étais pas en grande forme. Le prof disait, donne-lui une jus d'orange au petit déjeuner, c'est plein de vitamines, ça va lui faire du bien. Puis après le bac, lors de ma première année de Doug, ma mère m'avait trouvé un boulot dans un cabinet d'avocat. C'était un super boulot, enfin j'aimais bien. Mais au bout d'un mois, elle m'a dit, vous voulez continuer? Et j'ai dit non. J'avais dit à ma mère, c'est trop fatigant. J'aime bien, hein, mais toute une journée, je tiens pas, j'arrive pas. Et elle me disait, tu vas t'y faire. C'est normal au début, on est fatigué, il faut prendre le rythme. J'ai jamais pu m'y faire et du coup, je me suis plongée dans les études. Parce que soit je continuais les études, soit je rentrais dans la vie active. Et je me sentais pas capable, pas du tout. Et puis, finalement, j'ai eu ma licence, premier coup. Après avoir passé pas mal d'années dans le DUG, j'arrivais pas. Enfin, j'étais pas une bonne étudiante. Il faut dire aussi que en troisième, je devais déjà, on m'avait dit, faire les études courtes. Et la mère, elle s'était battue pour me dire, non, le bac, ça doit faire ses preuves. J'ai eu mon bac. Avec 16 en maths, alors que j'étais nulle pendant toute l'année. Bref. Et quand j'avais bachoté je suis tombée dessus, au bac, et j'ai eu une très bonne note. Et du coup, pareil pour les premières années de droit, la mère m'a poussé à continuer. Donc j'ai continué. Puis à un moment donné, ça a été plus qu'une grosse fatigue, ça a été l'apparition, je pense, des troubles cognitifs. Sauf qu'à l'époque, on parlait pas de sclérose en plaques, on m'a reconnu une dépression avec une phobie sociale. Pendant 5 ans, je suis restée recluse chez moi. Et puis, j'ai suivi des entretiens psychologiques avec un bon psychologue. Pour une fois que j'ai du bien de... ouais, c'était un bon psychologue. Il a animé un atelier de psychogramme auquel j'ai participé. Et là, avec l'aide aussi de ma passion pour les chats, et puis j'ai pu virer les médicaments que je prenais, et j'ai repris la fac, d'abord par correspondance au Grenoble, puis j'ai été faire le DU de sciences criminelles à Montpellier, que j'ai adoré. J'ai eu une mention bien, c'est bien la première fois je brillais. Puis après, je suis partie à Aix-en-Provence. J'ai fait du bénévolat en tant que juriste dans une association de défense des consommateurs. Pendant tout ce temps-là, ça allait, la sclérose en plaques était plus ou moins en silence, sauf l'année du bac où je voyais plus rien quand je devais... Non, pas l'année du bac, la première année de droit, de droit. J'arrivais plus du tout à lire, voilà, c'était tout flou. Voilà, et puis bon, on a mis ça sur le coup du stress. Les rites optiques, j'en ai eu pas mal. Comme je suis fortement astigmate, l'ophtalmologue même n'a rien vu. C'est bien pour un ophtalmologue de rien voir. Voilà. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et puis en 2005-2006, là j'ai eu des poussées, pas mal de poussées. Et en 2006, je suis quand même arrivée à réussir mon examen. J'étais en master 2 droit de la santé, comme par hasard. Et quand on me parlait, il y avait des cours sur
sur les maladies rares, une maladie orpheline, et je me dis, moi aussi, je dois avoir une maladie rare. Mais je suis sûre que j'ai quelque chose. Le médecin ne peut pas voir parce qu'ils n'arrivent pas à voir, mais je suis persuadée que j'ai quelque chose. À ce moment, le médecin il me disait, rentrez chez vous, c'est dans la tête, vous n'avez rien, arrêtez de vous faire du mauvais sang, allez voir un psy, ça va vous faire du bien. Bref, dans la tête, ok. En 2007, là, première chute. Alors là, j'ai dit non, mais il y a quelque chose qui va pas. Et puis, le jour où je me suis retrouvée par terre, à peu pouvoir finir le ménage, passer l'aspirateur par terre, j'étais en pleurs, j'ai dit à ma mère, écoute, demain je vais avoir l'ancien généraliste de famille, si elle voit pas ce que j'ai, je lui dirai aux urgences, parce que là franchement j'ai quelque chose. Je n'ai plus de force de rien, pour rien faire, je ne peux plus rester debout après une demi-heure de ménage, il y a un truc. J'ai oublié de vous dire qu'en le 15 août 1990, accident de mon père, donc bon, un mois de coma, une hémorragie cérébrale, trépanation, enfin bref. Il a été miraculé de cet accident. Et puis il est retourné vivre à la maison, bien handicapé, bien amoché. Donc, en 2007, on m'a dit, si vous tombez, c'est parce que vous êtes trop maigre. Et enfin, au mois de juin 2007, le médecin généraliste que j'étais allé voir a diagnostiqué l'existence de troubles neurologiques. Il m'a dit d'aller voir en urgence un neurologue. Et là, le 20 juillet 2007, bingo, enfin, le bon diagnostic. Vous avez une sclérose en plaques rémitante. On va vous mettre sous traitement de fond. Et d'abord, il faut commencer par des boules de cortisone. J'ai dit, voilà, on se calme. Attendez, vous me parlez d'urgence, ça fait des années que je cherche à savoir ce que j'ai. D'accord. Ok. C'est la sclérose en plaques. C'est quoi cette bête-là? Donc, premier bolus, je l'ai fait en 2008, quand j'étais allée revoir un deuxième neurologue. Elle voulait m'hospitaliser, alors que le premier, en 3 jours, c'était plié. En 3 heures, 3 jours, voilà, 3 fois 3 heures. Et j'aurais été très mal, je pense, parce que le premier bolus de cortisone que j'ai fait, c'était fait donc à la clinique, j'étais hospitalisée, donc ils m'ont fait plusieurs examens, donc, dont un électrocardiogramme, pour éviter le risque d'allergie, plus voir si j'ai peut-être une infection urinaire. Enfin, c'était plus sérieux, quoi. Même si à la fin, elle m'a fait une injection intramusculaire de synactène qui m'a rendu malade, bref. Donc j'étais encore un an parce qu'elle, je n'aimais pas, elle voulait pas me laisser être acteur de ma santé. C'était elle qui disait, ouais, mais c'est moi qui vous dirai quand vous êtes en poussée. Je dis, mais là, je vois plus rien au niveau des yeux, on va vous mettre une injection. Ah non, pas une autre. L'injection, là, j'ai dit, non, pas d'accord. Donc j'étais allée voir un troisième neurologue qui m'a dit, il faut vous mettre sous traitement de fond, à Copaxone. J'ai dit, ok, mais là, pas tout de suite. Ma mère, elle disait, attends, que ça te va jamais tenir. Une injection par jour, tu ne tiendras pas. Donc elle m'a pas trop incité à commencer. Donc j'ai attendu. Et puis là, j'ai fait encore un deuxième bolus, puis un troisième en 2009. Et là, j'ai dit, top. On va peut-être écouter les médecins qui me disent qu'il faut commencer un traitement. Parce que là, j'en ai marre des poussées. Bon, les poussées, là, c'était vraiment des problèmes moteurs. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. C'était plutôt des paresthésies, des troubles à la sensibilité. Il y a un jour où je sentais plus du tout mon crâne, je sentais plus du tout la peau sur l'abdomen, c'est très bizarre. Bref. Donc, j'ai eu pas mal d'insoumis à cause de ça. En 2010, nouveau neurologue, 4e neurologue. Oh, ne vous inquiétez pas, j'en ai encore vu un 5e. Bref, et puis après, je suis retournée voir le 4e. Donc, le 10 mai 2010, premier jour de Copaxone. Faut savoir que après les bolus de cortisone, j'étais très très mal, et puis après, j'ai réussi à remarcher. Mais courir, c'était plus possible. À partir de 2007, je ne courais plus. Ça, je n'en avais pas parlé à un neurologue qui m'avait diagnostiqué une sclérose en plaques rémitante bénigne, parce que ça faisait plus de 20 ans, c'est lui qui a reconnu que c'était depuis 1981. Peut-être que oui, la fatigue, fait partie des troubles de la sclérose en plaques. On peut dire que vous aviez la sclérose en plaques depuis cette date-là. Ok, donc forcément, si on dit c'est maintenant que vous avez la sclérose en plaques là en 2007 et vous n'arrivez plus à courir, voilà, on peut se demander si c'est pas une primaire progressive. Alors que si on me dit c'est depuis 1981, là on dit vous avez une CEP bénigne. Voilà, je pense que c'était ni une CEP bénigne ni une CEP progressive. Sauf que en 2007, ça a atteint au niveau moteur, donc au niveau des jambes. Et là, comme je ne courais plus, je pense que je commençais à garder des séquelles de chaque poussée. Et il était temps que je commence un traitement de fond, et je pense que j'étais en train de faire une secondaire progressive. Bon, bref,
puisque depuis cette date-là, je lui ai fait 0 poussée. Depuis que j'ai commencé la compaction, plus de poussée, mais mon état s'aggrave de mois en mois. Alors, de 2010 à 2019, 9 ans. Eh bien, mon périmètre de marche s'est fortement réduit. Je dois avoir l'aide, soit faut qu'on me soutienne avec le bras, soit avec une canne, soit en fauteuil roulant. J'ai dû faire en 2011 12 infections urinaires, j'en avais une par an. Non, j'en ai eu 11 dans l'année. Non, j'en ai eu 12 dans l'année. J'en faisais une par mois. Jusqu'au moment où j'ai découvert la canneberge. Et là, ouf. Et mon poids, je faisais en 1995 59 kilos. Puis en 55, puis 46, puis en été 2018, 39 kilos. Actuellement, en août 2019, je fais 43 kilos. Voilà. Le 13 juillet 2016, ma mère est morte de la SLA. Ça a été un coup dur. Et en juillet 2019, mon neurologue me dit, il faut changer de traitement, Christelle. Je vais pas vous laisser comme ça, on va vous mettre sous immunosuppresseur. Parce que là, vous gardez les séquelles, votre état s'aggrave, la maladie s'aggrave. C'est pas intraveineuse au CHU, vous inquiétez pas. S'il y a un problème, ça sera le type infection ORL, on vous mettra sous antibiotiques. Ah, oui, c'est le même neurologue qui me disait que ma CEP était bénigne en 2010. Puis là, maintenant, il me dit que j'ai une CEP progressive. Ok, mais je suis donc passée de la CEP rémitante silencieuse pendant donc 38 ans à une CEP secondairement progressive. Et il faut accuser le coup quand même, c'est pas évident. Alors, prendre un traitement immunosuppresseur. C'est un peu comme il y a quelqu'un qui tombe, on va vous couper les jambes, comme ça vous ne tomberez plus. Donc là, on va vous réduire fortement votre système immunitaire, comme ça il arrêtera de s'attaquer à lui-même. Ok docteur, mais si jamais j'ai un virus extérieur, une grippe ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Oh, vous inquiétez pas, on va vous vacciner contre la grippe. Ok, mais le vaccin, ça fait pas des miracles non plus. Et j'avoue qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le risque d'effets secondaires du traitement, infection ORL, et le risque des conséquences de ne plus avoir d'immunité, performante, quoi. Alors ok, ça va stopper, ralentir, on espère, l'évolution de la maladie, mais sans immunité, c'est grave, quoi. Alors je suis partagée, j'avoue. Enfin voilà, mon petit bilan sur ces 38 ans de vie avec la sclérose en plaques. Waouh. Ouais, donc j'ai oublié de vous dire, je suis née le 20 janvier 1969 et nous sommes au mois d'août 2019. Et mon blog s'appelle lacepsantabou.fr.